Et je suis allé voir un petit peu ce qui se faisait sur le marché et quels sont aujourd'hui les groupes qui travaillent sur ces stratégies de rupture, qu'est-ce qu'elles ont mis en place, et j'ai essayé de vous faire un petit comparatif entre des modèles assez traditionnels et ce que j'appelle des modèles innovants aujourd'hui sur le marché. Alors on a parlé de Mama Shelter, on a parlé de Hoco, il y en a un certain nombre d'autres, tu vois, on parlait de Motel One, ils sont présents, tout va bien, c'est rassurant. On a Generator qui aujourd'hui a ouvert un 900 lits en plein centre de Paris. Ce sont des nouvelles auberges de jeunesse. Alors quand on pense auberges de jeunesse, on pense aux lits tout pourris, en métal, machin. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. C'est l'utilisation du design dans l'expérientiel client. Méninger va ouvrir, et c'est le même type de produit, va ouvrir Porte de Vincennes, 150 chambres, sauf erreur de ma part. Et on a aussi des acteurs comme Airbnb qui sont arrivés sur le marché. Alors, est-ce que Airbnb est un concurrent des hôteliers ou pas? C'est une bonne question. Certains hôteliers ne les rentrent pas dans leur comparatif, dans leurs études de concurrence. D'autres hôteliers, au contraire, les intègrent. Et moi, j'ai découvert un hôtelier génial, dont je vais vous parler un petit peu plus tard, qui, lui, a carrément copié le modèle de Airbnb face à une problématique. Alors, qu'est-ce qu'on fait tous ces hôteliers? Si je regarde un petit peu les composantes des business models, et qu'est-ce qui se passe, par exemple, chez Mama Shelter? Comment est-ce qu'ils ont fait leur truc et quelle est leur différence? Alors, dans la proposition de valeur, le value for money des clients, il y a un certain nombre de choses. Ils vont d'abord cibler un petit peu des tribus. Ils sont très présents sur les réseaux sociaux, sur des séjours plus courts, et des clients pour lesquels le prix est quand même un élément important. Ils veulent vivre une véritable expérience. C'est aujourd'hui un hôtel qu'on pourrait considérer, alors il est perçu comme étant du 4 étoiles, c'est malgré tout une notion de service de 2 étoiles. Il y a de la restauration, du bar, de la conciergerie et surtout du parking. Le parking permet de fixer le client. Même s'il n'en a pas besoin, au moins il pose sa voiture et il est chez vous. Et parfois il n'a pas envie de ressortir. Le prix reste un prix très cher. Il est 1 à 2 fois moins cher que certains de leurs concurrents quand on va regarder certaines périodes de réservation dans l'année. Et donc, ils sont bien dans un modèle de low cost en cherchant à définir les besoins du client et à travailler sur le volume des chambres. Et l'ensemble de ces concepts travaille sur le volume. Aujourd'hui, la capacité à vendre du volume est une chose importante. En termes d'équation de profit, puisqu'on doit bien penser aussi à la rentabilité, sur leur premier établissement, 2012, 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est assez comique. Minimisation des coûts d'exploitation, moins de personnel, pas d'intermédiaire sur les commissions, et un capital engagé de 30 millions d'euros sur Paris, ce qui est relativement faible, sachant qu'en 2012, sur les 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est pas un exercice entier, ils sont à peu près à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires sur une année d'exploitation. Donc la rentabilité du produit reste assez exceptionnelle. Alors ils font de la restauration, 50% effectivement du chiffre d'affaires en restauration, 50% du chiffre d'affaires en hébergement. En plus, ils ont été très malins parce que les prix de la restauration sont très élevés. En général, quand on gagne 75% de marge brute sur une chambre, on gagne 25% de marge brute sur le restaurant. Alors, ils doivent être à 50% de marge quand même. Alors, je vous ai fait un petit comparatif entre un modèle comme le groupe Accor et un modèle comme Mama Shelter. Pourquoi j'ai pris Accor? Déjà parce que c'est un acteur qui est assez connu, mais surtout parce que c'est un groupe assez important et qu'ils ont des difficultés à bouger. C'est un gros dinosaure. Donc, quand on veut faire évoluer le modèle, c'est un peu compliqué. C'est à mon avis une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, ils ont racheté 30% au départ de Mama Shelter pour essayer d'aller prendre ce qu'on a fait du transfert de compétences d'un groupe à un autre. Alors, sur la commercialisation, Accor, assez classiquement, vont vendre au travers des OTAs, ils vont vendre sur leur propre site, ils vont vendre à des agents de voyage, ils vont vendre à des tour opérateurs, assez simplement. Mama Shelter, eux, pas du tout. Ils ont dit plus de commission, pof, on vend en direct sur nos sites. Sur les réservations, on a un certain nombre de plateformes chez Accor. Alors vous avez la réservation par téléphone, la réservation par Internet, la réservation par les intermédiaires, etc. Mama Shelter, ils ont dit simplifions le produit. Moi, la réservation, elle se fait en direct chez moi. Mais en direct sur mon site. Vous ne pouvez pas réserver votre chambre en appelant la réception. Sur la production, sur le produit en tout cas, un accueil assez classique, avec une réception, vous savez, avec une fameuse barrière,
Ah, vous avez derrière le personnel d'accueil et puis devant vous avez le client. C'est deux mondes séparés hein, déjà. Chez Mama Shelter, pas du tout. Accueil déstructuré, beaucoup plus chaleureux. Le client est là et je dois m'occuper du client. Si en plus il a déjà fait sa réservation sur le site, s'il a déjà payé en ligne, j'ai aucun contact, c'est presque la notion du Club Med, j'ai aucun contact d'argent avec le client. Et à partir du moment où j'ai plus de contact d'argent avec le client, le rapport est plus du tout le même. J'ai pas à m'occuper de la facture du client, est-ce qu'il a payé le cocktail, pas le cocktail, est-ce que truc, est-ce que machin. C'est déjà enregistré. Pour le client, dans le groupe Accor, on a finalement une conciergerie, une réception assez classique. On va suivre le client. Alors suivre le client, moi quand on me demande quelle est la valeur ajoutée d'un check-in dans un groupe hôtelier, je ne la vois pas. J'ai un réceptionniste en face de moi qui en fait ne s'intéresse pas à moi. Il veut savoir s'il a les bonnes dates de séjour pour optimiser son remplissage. Il veut savoir s'il a le bon numéro de carte de crédit pour surtout être payé. Et il veut savoir s'il a bien mon adresse et mon email pour pouvoir ensuite me relancer. Quelle est la valeur ajoutée pour moi en tant que client? Zéro, quoi. En revanche, chez Mama Shelter, par exemple, comme il n'y a plus de notion d'argent, comme la réservation est déjà faite en ligne, comme le check-in et le check-out peuvent être faits en ligne, et bien là, je peux véritablement me focaliser sur les besoins du client et répondre à ses attentes, puisque la seule chose que j'ai à faire, c'est de pouvoir l'aider à vivre son séjour. La communication chez Accor, ça doit leur coûter quand même assez cher. J'ai pas d'idée de leur budget, mais ça va pas être donné quand même. Publicité télévisée, presse, internet, donc des coûts assez élevés. Chez Mama Shelter, rien de tout ça. On utilise le buzz. Stark n'a pas fait la communication de... Oui, mais ce n'était pas c'est une forme de communication, mais qui n'était pas forcément payante. Ils ont utilisé quelqu'un. Ah bien sûr, c'est bien la notion de buzz et de marketing viral complètement. Ce qui permet de réduire les coûts. En tout cas, Vincent l'a eu. Il pourra donc, je vous laisse prendre contact avec Vincent. Ah mais la notoriété des noms est importante. Ouais. Non, mais en même temps, Accor essaye d'acheter. Enfin, il sollicite des designers connus. Et dès qu'il y a un jeune designer qui monte, ils essayent de le faire travailler. La seule chose, c'est qu'ils le font pas du tout travailler de la façon dont Mama Shelter l'a fait. C'est Mais justement, et ça, il faut pouvoir l'utiliser et l'adapter. Demain, faire venir un designer, ça vous coûtera peut-être un peu d'argent, mais ça vous coûtera maintenant moins cher qu'une campagne de promotion télévisée. Ah oui, oui, non mais... Alors non, aujourd'hui ils ont un petit peu plus d'un hôtel avec des plans de développement assez importants et ils ont été rachetés par Accor. C'est justement bien la démonstration qu'ils vont chercher des best practices en rachetant leurs concurrents. Et ils l'ont fait avec Mama Shelter, comme ils l'ont fait avec d'autres concurrents. On a un autre modèle aussi, qui est le modèle de Oco Hotel, qui lui, comme le disait Vincent, s'est positionné sur une segmentation très pointue, clientèle exclusivement clientèle d'affaires. Hein. Aujourd'hui, vous êtes en famille, vous voulez aller chez Oco Hotel, vous serez pas forcément, votre réservation ne sera pas forcément honorée. C'est du 4 étoiles, centre-ville, une offre de restauration en libre service, et ce qui sous-entend qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de facturation supplémentaire chez Oco Hotel. C'est du all-inclusive pour hommes d'affaires. C'est le seul, aujourd'hui, sur le marché à faire ce genre de choses. Là encore, une digitalisation du parcours client de manière à pouvoir offrir plus de convivialité et de simplicité sur le service. Et ce qui leur a permis aussi, en digitalisant le parcours client et en faisant des réservations en direct, comme le font un certain nombre de leurs concurrents, de pouvoir être jusqu'à 20% moins cher que l'ensemble de leurs concurrents sur le marché. Ici, un positionnement chez Oco près des gares, exclusivement près des gares, dans un premier temps,
et un développement exclusivement dans les petites capitales régionales de type Nantes ou Grenoble. Un établissement encore un peu méconnu et des chiffres d'affaires encore méconnus, c'est un groupe qui est en train de se développer, ils sont à leur 3e ou 4e hôtel. Simplification, là encore, des coûts du personnel, réduction du personnel, service de réservation directe. Leurs hôtels leur ont coûté de 10 à 20 millions d'euros par établissement. On reste sur des coûts relativement simples. Et ils ont utilisé un certain nombre de montages financiers qui sont assez intéressants. Si vous voulez, je vous en parlerai au moment du break de leur montage financier. Alors, oui, bien sûr. Oui. Oui. Alors, j'aurais aimé vous le donner, malheureusement, je ne l'ai pas calculé. Je dois l'avoir quelque part, mais il faudrait que j'ai mes notes. Mais on en parlera ensemble. Alors, j'ai encore pris, hein, c'était un parti pris que de vouloir comparer Accor. Finalement, on retrouve de manière assez sensible le même phénomène entre Mama Shelter et Oco si on les compare effectivement à des groupes qui sont effectivement pas forcément comparables, mais qui peut-être feraient bien de s'inspirer d'un certain nombre de modèles de ces nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché et qui sont véritablement, je vous en avais montré un certain nombre, il y en a encore beaucoup d'autres, qui sont véritablement en train de percer sur le marché et qui sont en train de s'implanter sur le marché. Donc en résumé, on est d'un côté sur Mama Shelter ou Oco, finalement sur une notion de prix avec une offre assez épurée, on est moins cher sur le marché et on va chercher véritablement à travailler la segmentation de sa clientèle. D'un côté, je vais travailler un petit peu le happy few, je vais travailler un petit peu le bobo, et de l'autre côté, je vais travailler exclusivement la clientèle d'affaires. Donc la segmentation et la connaissance du client et de ses besoins est assez profonde. Alors bon, écoutez, chez Oco, on est à 140, Mama 85 à 210, hein, 85 euros dans Paris, même si ils sont dans le 18 ou le 19e, c'est le 18, hein, c'est le 18e, 85, 20e même, vous voyez, on monte, 18, 19, 20, allez hop, 21, qui dit mieux? Non, après c'est plus au nord, ça va être plus cher. À 85 euros, un équivalent 3-4 étoiles sur Paris, je trouve que quand même, en termes de positionnement tarifaire, c'est plutôt pas mal. Pourquoi? Déjà parce qu'ils n'ont pas d'intermédiaire, parce qu'ils ont simplifié les services, parce qu'ils ont réduit un maximum les coûts de construction et les coûts de décoration. Donc on voit effectivement que la capacité à générer des nouveaux business models a bien été utilisée, bien été compris par ces marques, en additionnant à la fois des modèles de luxe et des modèles de low cost. Finalement, peu de services à l'intérieur de ces hôtels. Quels sont les véritables besoins du client? Dormir, manger, me reposer, me détendre. Mais après, est-ce que j'ai besoin d'un room service 24 heures sur 24? Pas forcément. Donc, ils ont répondu à ces problématiques-là. Et alors, je vous disais en préambule qu'il y avait un petit groupe, moi, qui m'avait tapé dans l'œil, qui s'appelle Roommate, et qui est un groupe qui aujourd'hui connaît une croissance assez importante. Ça a été fait par 4 amis. J'ai eu la chance d'en rencontrer un et de discuter avec lui. Le premier qui s'appelle Kiki, qui est un type assez sympa. Ils ont ouvert leur premier hôtel en 2005. Ils ont aujourd'hui, leur objectif est d'avoir une vingtaine d'hôtels dans 7 pays. Et chacun de leurs hôtels porte le nom du designer qui a créé l'établissement. Donc, vous allez chez Roommate Laura, chez Roommate Alicia, chez Roommate Mario. Un petit peu comme si j'allais chez un ami, puisque c'est leur philosophie. Leur philosophie, c'est d'essayer de vous faire croire que vous allez chez quelqu'un que vous connaissez. Et vous avez à l'intérieur de l'hôtel la photo des designers qui ont préparé leurs établissements. Donc, une croissance assez importante, 10 hôtels dans les 2 ans à venir. 450 chambres en 2014 et dans le pipeline, en prévision, 809 chambres. Ils vont pratiquement tripler la taille de leur groupe en 2 ans. Alors qu'est-ce qu'ils font ces braves gens? Des choses assez simples. Redéfinition des besoins clients. Moi, quand Kiki m'a parlé de son hôtel, je lui ai dit « mais c'est quoi ton hôtel ?» Il me dit « attends, moi j'ai voyagé partout dans le monde.
il faisait partie de l'équipe espagnole olympique. Il m'a dit, j'ai voyagé partout dans le monde. Et puis, parfois, je rentrais tard à l'hôtel. Le lendemain matin, je me levais. Il était 10h30 et il n'y avait plus de petit-déj. On me disait, ah, monsieur, je suis désolé, le petit-déj ferme à 10h. Ouais, mais enfin, moi, c'est quoi mon besoin? J'ai le droit de rentrer tard et j'ai peut-être le droit d'avoir un petit déjeuner jusqu'à midi si j'ai envie. Eh bien, ils ont standardisé ça et aujourd'hui, tous les établissements proposent un petit déjeuner jusqu'à midi. C'est finalement simple, mais on revient au basique et on revient aux besoins du client. Le free Wi-Fi, alors ça a été un des premiers établissements en Espagne à offrir le Wi-Fi gratuit à l'ensemble de leurs clients. Maintenant, aujourd'hui, c'est devenu un petit peu une norme et un standard. Ils offrent à l'ensemble de leurs clients du late checkout, parce qu'effectivement, si j'ai pris mon petit déj à midi, j'ai peut-être pas envie que la réception m'appelle à 12h30 pour me dire « Monsieur, faut y aller, faut quitter la chambre ». Un peu désagréable. L'ensemble du personnel est appelé par son prénom. Alors on sort un peu des codes très cravatés, très standardisés. Et le personnel est disponible 24 heures sur 24 pour l'ensemble de la clientèle. Alors, leur objectif est d'être très présent sur les réseaux sociaux, et on va voir un petit peu après qu'ils sont même limite agressifs. Alors, je ne sais pas si on peut être agressif sur les réseaux sociaux, mais ils ont en tout cas une position assez forte. Ils cherchent véritablement à faciliter le séjour du client dans chacune des villes où ils sont implantés. Ils sont compétitifs, là encore, en termes de prix. Donc, la notion de prix est quelque chose d'important. Offrir un produit de crise au moment où c'est nécessaire. Ils travaillent sur une clientèle qui est plutôt relativement jeune. Ils sont assez proches de ce que fait Mama Shelter, de manière à ce que les gens puissent se sentir chez eux. Ce qui a donné, en termes de résultats économiques, dans leur vision stratégique, quand en 2009, sur l'Espagne, les hôtels perdaient 30 à 40% de leur taux d'occupation, les hôtels Roommate n'ont perdu que 2,2% de taux d'occupation. Ce qui veut dire qu'ils ont quand même réussi à fidéliser le client et ils étaient effectivement, en termes de notion de prix, assez bien positionnés sur le marché. La même chose, en termes de prix, quand les concurrents baissaient leur prix de 15%, Roommate arrivait à conserver leur prix, ou tout du moins à ne les baisser que de 4%. C'est bien encore là la preuve qu'ils avaient trouvé dès le début un bon positionnement prix sur le marché. Alors en quoi ils ont été innovants? Là encore, sur des choses assez simples. Premier hôtel à fournir le Wi-Fi gratuit à ses clients. Premier hôtel à offrir ce qu'ils appellent le Wi-Mate, qui est un petit boîtier Wi-Fi portable, et avec lequel l'ensemble de leurs clients peuvent se connecter au Wi-Fi n'importe où dans la ville où ils se trouvent. Donc, ils viennent, ils récupèrent leur petit boîtier Wi-Fi, ils peuvent aller faire leur réunion n'importe où en ville, dans n'importe quel espace, et c'est gratuit. Ça évite de payer le roaming. Et on a beau dire que le prix du roaming a baissé, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Utilisation de la décoration moderne et design, avec une réduction des coûts, bien évidemment. Hein, je suis désolé pour toi. Non, mais on voit effectivement qu'on est en phase. Un contact direct avec le client, des réservations en direct auprès des établissements. L'utilisation d'Easy Booking, donc toutes les applications et toutes les nouvelles technologies qui peuvent être mises en place. Et l'utilisation assez forte, que ce soit sur LinkedIn, Instagram, Twitter, etc., jusqu'à TripAdvisor. Et donc, leur proposition de valeur, elle est finalement très simple. Manger, dormir, être en centre-ville, venez chez nous, voilà ce qu'on vous apporte. Ça reste très très simple. Alors, je vous disais qu'ils étaient assez agressifs sur les réseaux sociaux. Ils ont quand même aujourd'hui près de 52 000 personnes qui les suivent. Ça fait environ, là pour le coup j'ai fait le calcul, ça fait à peu près 20 followers supplémentaires par jour pour un groupe qui reste un groupe relativement petit. Hein. On parle de 7 établissements, c'est pas non plus effectivement un mastodonte. Mais pour un groupe comme celui-là, ça me paraît plutôt pas mal. Et près de 6 000 personnes qui partagent sur leur statut Facebook, parce qu'attention, hein, on peut aimer leur page, mais on n'est pas obligé de partager les publications des pages qu'on aime. Ils ont quand même encore 6 000 personnes qui partagent leurs publications. Alors en quoi ils sont assez agressifs sur les réseaux sociaux? C'est un espèce de double sens. Aimez-nous, n'aimez pas les autres. C'est pas très sympa comme technique, mais ça fonctionne relativement bien. Et en fait, l'idée est assez simple. Vous nous likez, vous avez le droit à une réduction. Vous délikez les autres, vous avez le droit aussi à une réduction.
Et personne ne conteste. 15% de réduction ou un upgrading dans l'hôtel quand même. Hein. C'est généreux. On comprend pourquoi ils ont des résultats aussi flatteurs. J'utilise Facebook comme une véritable plateforme de relations clients, de manière à créer une communauté et d'augmenter la fidélité de leurs clients. Et donc je vous ai mis là pour illustrer ça quelques-uns de leurs petits logos, leurs bannières sur leur page web et leurs campagnes, leurs différentes campagnes. Et vous voyez effectivement qu'il est bien indiqué 15% de discount sur nos sites web si vous likez ou délikez le concurrent. Alors qu'est-ce que c'est que leur modèle ? Chambre et petit déjeuner, pas de restauration sur place. Des prix relativement concurrents sur le marché. Pas d'investissement sur les biens immobiliers, pas d'achat d'hôtel. Exclusivement de la location. Exclusivement de la location. Ils négocient dans l'ensemble de leur contrat la prise en charge des travaux par le propriétaire, alors qu'en règle générale, il y a un partage entre le propriétaire et l'exploitant. Là, c'est exclusivement le propriétaire, donc ils sont assez durs dans la négociation. Et 50% de leurs établissements sont aussi des établissements qui étaient des anciens hôtels. Alors il y a un point où je voulais vous faire part aussi concernant ce modèle-là, mais je ne l'avais pas écrit et puis il m'a échappé. Bon, s'il doit me revenir, je vous en prépare. Voilà un petit peu des établissements qui, finalement, sur des choses assez simples, arrivent à redéfinir le besoin du client, manger, dormir, être en centre-ville, avoir un petit déj jusqu'à midi, avoir un late check-out, pouvoir communiquer demain si vous m'offrez effectivement des boîtiers de Wi-Fi. Le dernier point qui est original chez eux, c'est un point qui concerne Airbnb. Je vous parlais de Airbnb et je vous disais beaucoup d'hôteliers ne savent pas s'ils doivent en faire des concurrents. On va dire oui, mais comment, c'est de la concurrence, etc. En attendant, on est bien content à Paris que Airbnb existe puisqu'il y a une sous-capacité hôtelière et donc on ne pourrait pas créer certains grands événements si Airbnb, ou en tout cas ce type de modèle collaboratif, n'existait pas. Eh bien, Roommate, ils ont fait un truc très malin. Ils ont mis en place le même système que Airbnb, mais pour leurs hôtels. Donc vous pouvez aujourd'hui, dans leurs hôtels, puisque un hôtel, ça a une taille contrainte, à un moment, il n'y a plus de chambre. Quand l'hôtel est complet, le client vous appelle et vous dites « Ah, je suis désolé monsieur, j'ai plus de place, mais c'est avec plaisir que nous vous recevrons la prochaine fois. » Le client, il raccroche et il est mécontent. J'ai donc rendu un de mes clients mécontent parce que j'ai pas assez d'espace. Eh bien eux, ils ont fait un système assez simple. Ils ont réservé autour de leurs hôtels des appartements. Ils ont des appartements à disposition pour leurs clients. Exactement le même système qu'Airbnb. Et ils proposent à leurs clients, si leur hôtel est complet, de pouvoir leur louer un appartement à côté de l'hôtel dans lequel ils offrent les services hôteliers. Donc plutôt que d'en faire un concurrent, ils ont adapté le modèle à leurs propres établissements. Moi, j'ai trouvé ça fantastique. Et cette capacité, effectivement, à pouvoir aller innover véritablement, finalement, en étant capable demain d'agrandir son hôtel avec des appartements qui se trouvent autour. Voilà sur cette partie de quelques modèles. Je vous ai fait un rapide panorama, je crois.